Alors, le début de mon exposé sera très métaphysique, hein. Ce sera très métaphysique, bien sûr à mon niveau, hein. Je ne prétends pas être un métaphysicien du tout, mais je me suis basé sur certaines lectures métaphysiques, de grands métaphysiciens d'antan. D'ailleurs, il y aura des conseils de lecture, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Et plus j'avancerai dans la vidéo, dans le sujet, dans mon exposé, et plus mon discours va se politiser, et plus je vais parler de choses vraiment secondaires, les idéologies politiques qui gravitent autour de la sphère noire, hein, le peuple noir, voire même les autres races d'ailleurs, parce que je vais faire certaines analogies avec des idéologies qui sont très similaires, qui se ressemblent beaucoup. Et voilà, donc je suis obligé de commencer par de la métaphysique parce qu'il est préférable, j'ai voulu vraiment faire un exposé où je rentre vraiment en profondeur, c'est-à-dire pour bien comprendre les événements qui ont lieu actuellement, comprendre le sens symbolique de tout ça, parce qu'il y a vraiment un sens. Et lorsqu'on se place au point de vue métaphysique, eh ben, on comprend vraiment la portée de la chose et il n'y a rien d'anodin, quoi. Et le sens est plus que parlant et j'espère que je vais réussir à vous convaincre à travers cet exposé. Avant de démarrer, il faudrait que je redéfinisse aussi certains termes parce qu'il y a beaucoup de termes, enfin du moins il y a un terme qui va être très récurrent, c'est le terme de tradition. Je vais souvent employer le mot tradition et même de tradition primordiale. Tout ça c'est guénonien, hein, c'est René Guénon qui a beaucoup développé sur ces deux notions-là et j'aimerais les redéfinir. Pourquoi? Parce que tout n'est que spirituel, ok? Seul le point de vue est profane, comme disait René Guénon. Alors, la tradition, alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on parle de tradition, c'est très ambigu. Il y a beaucoup de gens qui confondent la tradition, la culture, les coutumes, et bon bref, c'est très très flou. Et René Guénon l'avait bien redéfini en disant que la tradition, étymologiquement parlant, il faut entendre la transmission, c'est quelque chose qui se transmet. Bon, bien sûr, on parle de transmission, là on parle de la transmission du principe supérieur, donc en l'occurrence de Dieu, sur l'individu. Mais aussi, on peut aussi entendre la transmission qui se transmet de génération en génération, bon, bref, pour les générations futures. Alors, c'est en fait, concrètement, la tradition relève du sacré, elle ne relève pas de l'individu, justement. Ok, on peut dire, bon, pour dire dans les grandes lignes, c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement, oui, un mode de vie où on œuvre uniquement que pour Dieu, c'est-à-dire on agit de manière où on n'a que faire de notre propre individualité et tout ce qu'on fait se tourne vers Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'unique raison pour laquelle nous avons été existenciés. Mais bon, je reviendrai peut-être là-dessus dans la vidéo. Et la tradition primordiale, qui est un terme aussi que René Guénon ça vient de René Guénon, que René Guénon a développé. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans tradition primordiale? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que René Guénon explique, pour être plus clair, comme quoi il n'y a qu'une seule tradition, en fait. Il n'y en a qu'une, qu'il appelle la tradition primordiale, mais cette même tradition a été, comment dire, transmise ou a été diffusée sur les quatre coins du globe sous des formes différentes, okay, avec une langue différente, avec des rites différents, avec une manière, voilà. Mais toutes n'expriment uniquement qu'une seule vérité, ok? On va dire, c'est la sève. Toutes ces traditions partagent cette même sève qui n'est que la sève de cette tradition primordiale, quoi. Donc en fait, il n'y a qu'une seule tradition, mais qui est transmise, ou du moins qui est traduite sur des formes différentes, hein. C'est-à-dire que le taoïsme, chez les Chinois, tradition extrêmement orientale, comme l'hindouisme, même l'animisme, hein, les anciennes traditions africaines, l'animisme, le vaudouisme, etc. Eux toutes ne traduisent que, enfin, ne sont que l'expression sous différentes formes de cette tradition primordiale. Et que la tradition primordiale en Occident a été transmise plus sous une forme religieuse. Et si on veut vraiment rentrer dans la spiritualité, vraiment une spiritualité vraiment poussée, et ben là on sera plutôt amené à entrer dans des voies plutôt ésotériques. C'est-à-dire que dans les traditions orientales, elles sont directement spirituelles, quoi. C'est clair, c'est métaphysique. Il n'y a pas de religion, hein, dans les traditions orientales, mais tandis qu'en Occident, on va dire que c'est scindé en deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté exotérique, on va dire plus religieux, dogmatique, qui concerne plus, on est plus dans le domaine individuel, de savoir comment pratiquer, c'est beaucoup plus moral. Et pour entrer vraiment dans une spiritualité beaucoup plus poussée, là on sera dans des voies ésotériques, d'accord?
et il faut que je précise, c'est qu'on ne peut pas prétendre être dans un ésotérisme, dans une spiritualité quelconque, sans prendre appui, je parle en Occident, sans prendre appui sur notre support qui est exotérique, c'est-à-dire la religion. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en Occident, nous avons 3 religions, le judaïsme, on va dire la chrétienté, le catholicisme et l'islam. Ok, ce sont les 3 religions les plus... Bon, ce sont les 3 religions tout simplement. Et que, bon, ça, nous sommes dans l'exotérisme, c'est-à-dire dans le dogme. Et pour entrer dans une spiritualité beaucoup plus poussée, pour entrer dans l'esprit même de ces traditions, de ces religions, pour être plus précis, il faut, pour me répéter encore une fois, rentrer dans les voies ésotériques. Et dans le judaïsme, la voie ésotérique, l'ésotérisme du judaïsme, c'est la Kabbale. L'ésotérisme du catholicisme, c'est la franc-maçonnerie, le compagnonnage. Il y en a eu d'autres, mais bon, comme il y a débat là-dessus, j'ai pas envie de rentrer dans un autre débat. Et dans l'islam, c'est le tasawwuf, enfin le soufisme. D'accord? Et vous remarquerez que bon, beaucoup de ces voies-là ont été retournées avec le temps. Il est possible qu'il y ait encore des courants valides, parce que même dans ces courants ésotériques, il y a diverses branches. Mais il y en a, oui, c'est vrai, qui ont été retournés. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Kabbale aujourd'hui, les gens n'entendent que sorcellerie, des trucs comme ça. La Kabbale d'antan était vraiment spirituelle. Hein. C'est avec le temps que ça a été retourné. Et beaucoup maintenant se servent de cette Kabbale pour faire même de la sorcellerie. Hein. On est vraiment même dans elle sert même la contre-tradition, pour ne pas dire le satanisme. Pareil pour la franc-maçonnerie, pareil pour certaines voies soufis, j'ai envie de dire. C'est possible, mais il existe encore des courants ésotériques, quoi qu'on en dise, qui sont, voilà, qui sont encore traditionnels. Hein. Dans mon exposé, j'appliquerai la technique guénonienne, celle de René Guénon, c'est-à-dire que par moment, je veux m'appuyer sur telle ou telle tradition, peu importe laquelle, pour développer un concept bien précis. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a certaines traditions qui, je sais pas, par leur forme, par leur institution sociale et tout, seront plus explicites qu'une autre pour développer, je ne sais pas quoi, n'importe quel sujet. Donc un sujet bien précis. Donc par moment, je pourrais m'appuyer sur l'hindouisme, comme par moment sur l'islam, comme par moment, vous voyez. Donc tout simplement pour que le sujet, l'exposé dans sa globalité soit le plus accessible possible au plus grand nombre. Okay, même si je vais faire l'effort de beaucoup moins vulgariser que les anciennes vidéos que j'ai pu faire. Mais voilà, donc en tout cas, j'appliquerai la technique guénonienne à ce niveau-là. Donc maintenant, pour continuer, on va parler de la doctrine des cycles. Okay, vu que dans le titre, vous avez vu, il y a le Kali Yuga, qui veut dire l'âge sombre, le dernier âge de notre humanité. Et il faut que j'explique concrètement qu'est-ce que voilà, la doctrine des cycles, quoi. Que veut dire ces âges-là, etc., etc. Donc les hindous ont départagé le cycle de l'humanité en 4 âges. Okay, bon, en sanskrit, ça se dit le Krita Yuga, le Tetra Yuga, le Dwapara Yuga et le Kali Yuga. Okay, d'ailleurs, les Romains aussi, ils ont départagé le cycle de l'humanité en 4 âges, il me semble. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Bon, il y a des fois, il y a des termes qui changent, l'âge d'airain et tout. Bon, moi, j'ai pris la plus simple. Okay, donc, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire que, en fait, ces 4 âges correspondent aux différentes phases que traverse l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a les 4 âges marquent l'éloignement progressif, on va dire, à l'égard du principe. D'où la notion, le nom de l'âge sombre, le Kali Yuga. Pourquoi sombre? Parce que lorsqu'on parle de Dieu, du principe, on l'associe toujours avec la lumière, vous voyez. Et plus on s'éloigne de la lumière, logiquement, plus nous tombons dans l'obscurité la plus sombre qui soit. Donc c'est ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire que là nous vivons dans un âge vraiment dénué de toute spiritualité, il n'y a pas, voilà quoi, parler de spiritualité ici, c'est limite si vous n'êtes pas vu comme un fou, voire même un terroriste, un intégriste, etc. etc. Donc en fait l'âge d'or, c'était l'âge, on va dire, où l'homme était, l'âge où, on va dire l'âge primordial pour faire court, où les individus ne vivaient qu'à travers Dieu, et puis nous avançons dans le temps, et plus c'est l'individu qui a pris le dessus quoi, sur Dieu tout simplement. Nous vivons dans une société maintenant clairement individualiste où chacun ne vit qu'à travers ses propres désirs égotiques. Okay, c'est le moi-je qui a pris le dessus sur Dieu en fait tout simplement. Donc les 4 cycles en fait expriment une décadence, c'est clair. C'est-à-dire que plus nous descendons des âges et plus
Nous sommes au plus bas, dans les ténèbres les plus inférieures qui soient, et plus nous remontons, et plus nous retrouvons la primordialité, voire même Dieu, quoi. Il est dit aussi que chaque âge subit un rétrécissement du temps, d'accord, par rapport à l'âge précédent. C'est-à-dire que l'âge d'or était l'âge le plus long, et plus nous descendons dans les âges, et plus les âges se rétrécissent. Okay. Ce qu'il faut entendre par âge, c'est les époques, hein, l'époque de l'humanité. Okay. Et pour donner une valeur numérologique ou numérique, c'est René Guénon, d'ailleurs je ne suis même pas sûr si c'est René Guénon ou les hindous, il me semble que c'est René Guénon, a donné, on va dire, une valeur numérique à chaque âge, c'est-à-dire à l'âge d'or, le numéro 4, le chiffre 4, pardon, à l'âge d'argent, le chiffre 3, l'âge de bronze, le chiffre 2, l'âge de Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge sombre, le chiffre 1. Et qu'on peut faire ce rapprochement, on peut faire le rapprochement avec la formule pythagoricienne pour ceux qui connaissent, le tétractys, où 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et il a donné le nombre 10, pardon, au cycle. Donc voilà, à la fin de ces 4 âges-là, lorsque ces 4 âges passent, le cycle est complet, c'est-à-dire qu'il a fini par épuiser toutes les possibilités qu'il avait en lui et peut ensuite, après, embrayer sur le cycle suivant. Okay. Donc, d'où la raison pour laquelle l'âge sombre, l'âge dans lequel nous vivons, il y a un rétrécissement du temps. Vraiment, on sent qu'il y a une accélération du temps dans le sens où il faut que, même pour que le cycle se termine, il faut que tout ce qui n'a pas été exprimé auparavant, tout ce qui n'a pas été manifesté auparavant, s'exprime à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans le Kali Yuga, toutes les possibilités vraiment les plus ténébreuses et plus maléfiques, etc., s'expriment et de manière très rapide pour ensuite embrayer sur le cycle qui suit. Donc voilà, et je rappelle que le cycle qui suit va commencer par le premier âge, qui veut dire par là que l'âge que suit notre âge, c'est-à-dire l'âge sombre, l'âge qui suit la sombre sera l'âge d'or du cycle suivant. Ouais. Donc c'est un peu technique, mais je pense que vous m'avez suivi. J'aimerais faire remarquer autre chose. C'est que pour tous ceux qui disent peut-être que ouais, bon là, c'est bon, on l'a perdu et tout, je ferai remarquer que toute chose sur Terre subit cette loi-là. Un moment de pureté, de maturité, de vieillissement et de pourrissement, quoi. Toute chose. Donc c'est-à-dire qu'une plante, je sais pas, elle s'épanouit, elle sent bon, elle vieillit, elle fane, elle meurt. Le bébé, l'être humain, le bébé, il est pur, sans aucun péché. Il est beau, tout mignon, il grandit, il mûrit, il vieillit, il meurt. La pomme, voilà, elle mûrit, elle pourrit, elle meurt. Bon, bref, toute chose subit cette loi-là. Donc après avoir expliqué la doctrine des âges, des 4 âges, là je vais développer sur la doctrine des 4 castes hindous. Ok. Donc là, peut-être qu'ils ne voient pas tout de suite le rapport, pourquoi je parle des castes hindous, mais vous allez comprendre par la suite, je pense. Alors, donc il y a 4 castes hindous, comme il y a 4 âges. Ok, donc je vais les citer, les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, oui, la société hindoue est instituée sous forme de castes. Alors, j'ai noté, hein, donc je vais vous lire directement la particularité, les caractéristiques de chaque caste. Alors, les brahmanes, c'est-à-dire en haut de la hiérarchie hindoue, représentent l'autorité spirituelle et intellectuelle. D'accord? C'est la première caste du système hindou. L'autorité des brahmanes s'étend sur l'ensemble des autres castes. Les brahmanes ont le devoir de maintenir l'orthodoxie doctrinale. Ils exercent une autorité totalement ignorée du vulgaire, du peuple. Chion disait, c'est le type purement intellectuel, contemplatif, sacerdotal. Pour eux, c'est l'immuable transcendant qui est réel. D'accord? Ils sont détachés d'une certaine manière à tout ce qui est terrestre, ni la vie ni la terre les importent. Donc là, on a affaire vraiment à des hommes voilà quoi, qui aspirent à une spiritualité vraiment très élevée, ok, et qui sont à la tête de la hiérarchie hindoue. D'accord. Et c'est eux qui maintiennent même la sève, même, j'ai envie de dire, de leur tradition, quoi. Ensuite, la caste qui suit les brahmanes, hein, qui est juste en dessous, les kshatriyas. Alors, ils sont par essence des combattants, des guerriers, luttant pour le bien de la cité et la défense de la tradition. Ils possèdent le pouvoir militaire ainsi que le judiciaire, administratif. La fonction royale englobe l'ensemble de ces pouvoirs. Cette caste représente le pouvoir temporel, on va dire on est plus politique, sous forme de royauté. Voilà. Cette caste œuvre par
cette caste œuvre, excusez-moi, en parfaite harmonie avec les brahmanes. Ok. Donc, et Chion précisait en disant qu'ils sont doués d'intelligence, mais le kshatriya s'est plus tourné vers l'action et l'analyse plutôt que la contemplation et la synthèse comme le brahman. Okay, le brahman est plus dans la contemplation. Encore une fois, c'est vraiment la très 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 haute spiritualité. La force du kshatriya, c'est son caractère. Il compense l'agressivité de son énergie par sa générosité. Pour ce type d'humain, c'est l'acte qui est réel et il est de nature chevaleresque. Ok, ça, ce sont des caractéristiques du kshatriyas. Maintenant, la caste qui suit, on descend encore, les Vaishyas, ou Vaishyas, je n'ai jamais su comment on dit d'ailleurs. Alors, les Vaishyas représentent l'ensemble des diverses fonctions économiques, comprenant les fonctions agricoles, industrielles, commerciales et financières. Et Chion, développant en disant, pour les Vaishyas, c'est la richesse, la sécurité, la prospérité, le bien-être qui est réel. Pardon. Comparé aux deux castes précédentes de qualité spécifiquement intellectuelle et aussi de vertu chevaleresque. Voilà. Bon. Donc là, on a descendu d'un cran. Et puis, la toute dernière caste, celle qui se trouve tout en bas, les Shudras. Les Shudras accomplissent tous les travaux nécessaires pour assurer la subsistance purement matérielle de la collectivité. Et là, Chion développé en disant le Shudra n'est qualifié réellement que pour les travaux manuels, plus ou moins quantitatifs. Pour lui, c'est le corporel qui est le réel, c'est le manger, le boire qui pour lui est le bonheur. Tout ce qui est en dehors des satisfactions corporelles apparaît comme un luxe, voire une illusion. Le Shudra est trop passif envers la matière pour pouvoir se gouverner. Pour ça qu'il fait acte de servitude envers les personnes au-dessus de lui et hiérarchiquement. Alors la hiérarchisation des castes, les castes que les hindous appellent les varnas, est déterminée par les tendances naturelles qui prédominent chez les individus. Okay, les hindous prétendent qu'il y a trois tendances chez les individus, qu'ils appellent ça les gunas. Donc trois gunas, sattva, rajas et tamas. Sattva est la tendance ascendante, rajas est la tendance plus ou moins horizontale et tamas est la tendance, on va dire, descendante. Okay, et on va dire la tendance qui prédomine chez un individu permet de déterminer la caste auquel il est affilié. D'accord. Donc ces trois tendances ont des couleurs symboliques qui leur sont propres. C'est-à-dire sattva est identifié par la couleur blanche, rajas est symboliquement représenté par la couleur rouge et tamas symboliquement représenté par la couleur noire. Okay. Il faut savoir que les hindous considèrent leur institution comme un corps. Okay. C'est-à-dire que les brahmanes représentent la tête et ils sont de tendance sattva, okay, qui est symboliquement représenté par la couleur blanche. Les kshatriyas représentent la poitrine et les bras et sont de tendance rajas, qui est symboliquement représenté par la couleur rouge. Les vaishyas sont caractérisés par un mélange des deux castes des deux tendances inférieures, rajas et tamas, et sont symboliquement représentés par la couleur jaune, okay, et on représente les jambes. Et la dernière caste, la caste la plus inférieure, qui s'appelle les Shudras, représente les pieds de l'institution, et sont de tendance tamas, qui est symboliquement représenté par la couleur noire. Alors sur ce que je viens de dire, il faut écarter fortement les interprétations que certains peuvent faire, parce qu'il y a toujours des gens qui sont très faciles, et qui veulent voir dans les sens des couleurs la preuve que la distinction des castes aurait un sens avec les différentes races. Okay, comme quoi, le noir, vous les noirs, vous êtes Shudras, nous les blancs, nous sommes les brahmanes. Bon, bref, ce genre d'interprétation assez facile, il faut vite écarter ça. Alors maintenant, je vais faire le rapprochement entre les castes et les âges. Il y a eu 4 castes, il y a 4 castes comme il y a 4 âges, comme j'ai pu l'expliquer. Alors il faut savoir que chaque caste a eu son époque, on va dire son âge, où ses propres caractéristiques prédominaient sur les autres. C'est-à-dire qu'à l'âge d'or, lorsque la hiérarchie est apparue, je dis est apparue parce que je signale que l'âge d'or c'est l'âge primordial, donc là où tout le monde, c'était vraiment l'égalité parfaite, bon bref. Mais à un moment donné, la hiérarchie est bien apparue. Et je me répète encore une fois, l'arrivée des âges, la succession des âges exprime une décadence, mais il faut bien comprendre que même, je pense, ça ne regarde que moi, mais même qu'au sein du même âge, il y a une certaine décadence, mais on va dire un minima, vous voyez. Donc à un moment donné, la hiérarchie est apparue. Et on va dire, à l'âge d'or, voilà, c'est la hiérarchie traditionnelle, classique, qu'on connaît, je parle des hindous, brahmanes, kshatriyas, vaishyas, shudras. Okay.
Et puis, sous l'effet de la décadence, il y a un processus naturel qui se met en place, c'est-à-dire que la caste qui a prédominé à un moment donné dans un âge subit une disgrâce dans l'âge qui suit. C'est-à-dire que si dans l'âge d'or, par exemple, c'était les brahmanes, c'est les caractéristiques des brahmanes qui se manifestaient le plus, dans l'âge qui suit, c'est les caractéristiques des brahmanes qui vont se manifester le moins. Okay, on va dire l'âge qui a prédominé à un moment donné dans l'âge, enfin dans le cycle, subit une disgrâce dans l'âge qui va suivre. Enfin, dans l'âge qui suit l'âge où il a prédominé, où ses caractéristiques ont prédominé sur les autres. J'espère que vous me suivez. Alors, il faut bien comprendre une chose, parce que là, je parle beaucoup de caste hindoue, et là, on est dans on est dans une sphère hindoue, tous les gens voient tout de suite, pensent que les castes sont affiliées uniquement aux hindous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les castes existent en dehors du système hindou. Hein. Ok. Sauf que le système hindou respecte, on va dire, formellement la nature qualitative des individus. C'est-à-dire dans cette société, chaque individu occupe sa véritable place et œuvre pour la société. Okay, donc la société roule correctement et bien sûr sur un socle traditionnel. Hein, parce que tout ça, enfin toutes ces cas sont institués pour que la société œuvre, mais tout ça sur un socle divin. Hein, c'est la tradition en fait. Il y a pas, c'est pas animé par le moteur de cette tradition n'est pas l'argent ou le matériel ou autre. Hein. Donc, c'est-à-dire que les castes, pour me répéter encore une fois, existent en dehors du système hindou. Sauf que les hindous en ont fait des castes. Enfin, ont institué ce système de castes dans leur tradition, quoi. C'est-à-dire que chacun occupe sa place et la société est formée comme ça. Mais les castes existent bien en dehors de la doctrine hindoue. C'est-à-dire que nous tous appartenons à une caste. Hein. Nous tous. Mais malheureusement, la société moderne, la société dans laquelle nous vivons, où le spirituel a été substitué, je sais pas, par le matérialisme, par la morale humaine, l'individualisme et tout, nous sommes tous mêlés maintenant. Nous sommes tous mélangés et personne n'est à sa place concrètement. Okay, personne n'est à sa place et on ne prend pas compte des distinctions, on va dire, qualitatives des individus. Okay, donc l'individu est vu comme un produit, voire même comme un robot. On est totalement déshumanisé. Et on pratique des petits boulots comme ça sans sens. Nous sommes l'homme-machine. D'ailleurs, on y arrive hein, maintenant avec le transhumanisme et tout. Voilà, nous sommes l'homme-machine. On se prétend être dans le progrès, mais on est dans une société clairement déshumanisée et clairement anti-traditionnelle. C'est-à-dire qu'une société on est dans une société qui ne prend pas en compte le côté qualitatif des gens, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte, bien sûr, ils n'ont pas ce truc-là, mais de savoir quelle tendance prédomine chez tel et tel individu. Hein, je dis... voilà, sous ton d'ironie, mais c'est vrai en plus. Hein. Et donc voilà, donc chaque personne est à sa place et puis c'est un chaos social quoi. Là on vit métro boulot dodo, les gens on répète des actions comme ça sans réfléchir, sans sens profond. Bon bref, c'est le chaos social. D'ailleurs, je vous encourage très fortement à lire le livre de René Guénon, La crise du monde moderne, où il a consacré un petit chapitre qui s'appelle le chaos social et il exprime tout ce que je suis en train de vous dire là en 2-3 phrases. Bon, lui, il en a consacré un chapitre, super profond, mais bon, je vous conseille vivement de le lire. Donc, il faut bien comprendre que les Shudras, même s'ils occupent la plus basse fonction, on va dire, ils sont au plus bas de l'échelle de la hiérarchie des castes hindous, participent à la tradition. Okay, c'est-à-dire que même s'ils représentent les pieds, comme j'ai pu l'expliquer, c'est-à-dire qu'ils sont au plus bas de la hiérarchie, en pratiquant des travaux plus ou moins manuels et plus ou moins quantitatifs, ce sont des gens qui participent à la tradition, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés même au sacré par intermédiaire. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils soient rattachés par les castes qui leur sont supérieurs qui leur permettent d'avoir un rapport avec le sacré, avec le divin. Donc j'anticipe déjà parce que les gens au point de vue extérieur peuvent se dire oh là là, ça c'est cruel quand même les hindous de mettre certains individus à cet état-là, ouais, ils ont beau pas parler de tradition, de spiritualité, mais je les trouve méchants. Bon, je vais vous dire, c'est un discours assez sentimentaliste et proprement moderne, dans le sens où il faut bien comprendre que les hindous prennent en compte le côté qualitatif des gens. C'est-à-dire que si le Shudra est Shudra, c'est que sa nature même et la tendance, c'est-à-dire le guna qui prédomine chez lui est descendant, est tamas. C'est-à-dire que si ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés à faire autre chose qu'ils font, ils ne sont pas qualifiés, tout simplement. Donc, ils occupent leur place qui est la leur, mais participent quand même à la tradition.
C'est-à-dire que même s'ils sont plus bas de l'échelle, même si les travaux qu'ils font sont beaucoup moins nobles, j'ai envie de dire, que les castes qui leur sont supérieurs, ils participent à la tradition, hein, étant rattachés par les castes qui leur sont supérieurs. Donc voilà. Il faut savoir que les 3 castes qui sont supérieurs aux Shudras, c'est-à-dire les Brahmanes, les Kshatriyas et les Vaishyas, on les appelle les 2 fois nés. C'est-à-dire qu'à travers leurs fonctions, leur rôle qu'ils occupent, ils se réalisent spirituellement. Bon, c'est un terme auquel je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. En d'autres termes, bon, ça veut dire qu'ils ils retrouvent leur état primordial, c'est-à-dire leur vraie nature. Okay, c'est-à-dire l'état primordial, c'est-à-dire que nous tous, êtres humains, l'humanité n'est que divine à la base, mais c'est l'illusion, on va dire, égotique qui nous détourne de notre primordialité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que ces gens-là, à travers leur propre fonction, retournent à la véritable nature, à leur véritable nature. D'accord? D'ailleurs, nous tous, nous devons retrouver normalement à notre véritable nature, et c'est ce que demandent toutes les traditions issues de cette tradition primordiale. Bon, bref. Donc, je vais mettre un schéma. Voilà. Alors, comme vous voyez sur le schéma, apparaît les 4 castes. Vous voyez, il y a le cercle. Toutes les castes sont comprises, on va dire, dans le cercle. Brahman, Kshatriyas et Vaishyas, ces 3 castes, on va dire, sont dans le carré. Carré, bon, qui correspond aux castes des 2 fois nés, c'est-à-dire qui se réalisent spirituellement par leur propre fonction. Et les Shudras, qui sont sur la circonférence du cercle, mais dans le cercle quand même, enfin, ils font partie du cercle, sont rattachés aux 3 castes qui leur sont supérieures, qui leur permettent d'avoir ce rapport avec le sacré, comme j'ai pu l'expliquer. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'il y a une caste aussi que je n'ai pas parlé, qu'on appelle les Hamsa, qui se trouve par contre à l'extérieur du cercle, enfin sur la circonférence du cercle, mais au point de vue supérieur. Ils sont au-dessus même des Brahmanes. C'est les orcas supérieurs, comme on peut les appeler. C'est-à-dire que ces gens-là correspondent à la nature des personnes qui existaient à l'époque primordiale, avant même que les traditions, les religions et que la hiérarchie des castes apparaissent. Bon. Alors, il serait peut-être bien de signaler aussi que les Shudras, malgré leurs conditions, parce que certains peuvent s'offusquer encore une fois, participent à la tradition. Donc, ils font partie de ce cercle-là que je vous ai montré là sur le schéma. Tandis que beaucoup de personnes aujourd'hui, de notre société moderne, sont hors tradition. Nous ne savons même pas concrètement qu'est-ce qu'une tradition, ils sont en dehors de toute spiritualité et s'offusquent sur la condition des Shudras. Alors que d'absolu, c'est beaucoup les Shudras qui devraient se plaindre de notre condition. Hein. Donc, bien sûr, si on place d'un point de vue matériel, bon, bien sûr qu'on est largement au-dessus. Mais bon, à savoir dans l'absolu ce qui est dans la meilleure condition, ça c'est autre chose. Bon bref, alors maintenant je vais enchaîner, je vais poursuivre mon exposé. Et maintenant j'arrive sur le chapitre des castes et des races. Savoir s'il y a un rapprochement à faire entre les castes et les races. Alors, premièrement, il faut savoir que la caste prime sur la race. Je m'explique. C'est-à-dire la caste, c'est-à-dire notre qualification, on va dire, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, prime sur notre race. Ok? Donc, il faut bien comprendre que la race, même si y a des gens, ils n'aiment pas entendre ce terme-là de race. Vous savez, dans cette époque maintenant où il y a un brassage ethnique qui a été enclenché depuis un bon moment, où parler de race, ça fait limite, je sais pas, ça fait peur à certaines personnes. Les races existent. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre humanité. Imaginez s'il n'y aurait qu'une seule race. Donc voilà. Donc déjà, il faut écarter tous ces abus de langage, parce que j'entends des fois des gens qui parlent de race humaine. La race humaine, ça n'existe pas. Hein. C'est l'espèce humaine. Oui, il n'y a qu'une seule espèce. Mais la race humaine, l'espèce humaine, excusez-moi pour ce lapsus, l'espèce humaine est composée de plusieurs races, ok, qui a ses caractéristiques propres. Donc, il faut savoir que les castes hindous, qui à l'origine étaient purement indo-européennes, ne se limitaient pas spécialement à une race. Okay, il y avait des brahmanes tamouls, comme il y avait des brahmanes balinais, comme il pouvait y avoir des brahmanes siamois, etc. etc. Mais force est de constater que les races ont des caractéristiques propres. Chaque race a ses propres caractéristiques. Okay, ça ne fait pas de nous des gens différents, mais c'est ce qui fait même d'ailleurs la richesse de notre humanité. D'ailleurs, on peut faire une analogie avec les formes traditionnelles. Okay, c'est-à-dire que toutes les formes traditionnelles, encore une fois, font partie de la tradition primordiale, mais s'expriment sur des formes différentes. Okay, c'est pareil pour les races. Toutes les races font partie de l'espèce humaine, mais toutes les races ont des formes, on va dire, d'une certaine manière,
un peu différente, mais ça fait pas de nous, ça ne sort pas de l'espèce humaine, quoi. Alors maintenant, je vais parler des races et de leurs caractéristiques, d'accord? Alors, pour commencer, d'ailleurs, je vous conseille de vous procurer le livre de Chion, je n'arrive pas à dire son prénom, je suis désolé, qui s'appelle Casse tes races. Donc, comme son titre l'indique, c'est un livre dans lequel il développe toutes les caractéristiques des castes et des races, le rapprochement entre, voilà quoi, entre les castes et les races, etc., etc. C'est un livre super enrichissant, super profond, donc je vous conseille de lire vivement. D'ailleurs, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé pour développer l'exposé que je suis en train de vous présenter actuellement. Alors, je vais le citer. Alors, déjà, bon, premièrement, il y a 4 races. Okay, la race blanche, la race jaune, la race rouge et la race noire. D'ailleurs, je précise, je ne vais pas trop m'étaler en ce qui concerne la race rouge. D'ailleurs, je ne vais même pas en parler parce qu'il y a des petites zones d'ombre que je ne maîtrise pas trop, pour être honnête. Donc, je préfère pas trop m'avancer sur le sujet, vu qu'il y a des, voilà, c'est un peu ambigu pour moi. Donc, on va plus se concentrer sur la race blanche, la race jaune et la race noire. Alors, je cite Chion dans son livre, et il parle du blanc, ou plutôt de la pensée du blanc, oriental comme occidental. Et il précise que le blanc, bon, la pensée du blanc est très incisive, comme ses traits du visage, okay, et qu'il a un certain penchant pour la poésie. Tandis que la pensée du jaune a un caractère plus visuel. D'ailleurs, l'écriture chinoise est l'écriture la plus importante dans la race jaune, et c'est une écriture qui est plus visuelle qu'auditive. D'accord, elle transmet plus des images que des sons. Bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et le jaune aurait un certain penchant pour l'image. Et il dit que la race noire porte en elle la substance d'une sagesse existentielle. Elle a peu besoin de symboles. Et la race noire est moins mentale que les deux autres races, la race jaune et la race blanche. Elle a un rapport avec le spirituel, plus par le biais du corps, et, le sens du rythme et l'assurance physique, etc., etc. Bon. Il y a certains traits raciaux qui ont été mal interprétés dans le temps. Par exemple, certains blancs à l'époque avaient tendance à prendre pour des infériorités, sans doute des infériorités mentales et non spirituelles, parce que la race noire est moins mentale que les deux autres races que j'ai pu expliquer. D'ailleurs, je préfère, oui, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de bondir sur leur siège. Lorsqu'on parle de mental et surtout d'intelligence, surtout aujourd'hui, lorsque les gens ils parlent d'intelligence, ils voient tout de suite le rapprochement intelligence, cerveau. Vous voyez, pour eux, l'intelligence, c'est la capacité de faire des choses. Okay, c'est l'intelligence matérielle, la capacité de faire des Airbus, des A380 ou je ne sais quoi. Non, c'est nous parler de QI, par exemple. Non. Le véritable intellect, c'est pas ça du tout. Le véritable intellect, c'est, on va dire, c'est l'intuition, on va dire. L'intuition spirituelle, la véritable intuition, bon, c'est des choses que des gens peuvent pas comprendre, mais c'est tout ce qui a trait à la métaphysique, c'est la capacité, c'est la connaissance, on va dire, métaphysique, voilà, tout simplement. Donc la connaissance du cœur et non la connaissance du mental. Mais bon, on va en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc les noirs, la race noire a un rapport avec le spirituel, avec le divin, beaucoup plus par le biais du corps, le rythme, c'est-à-dire il y a souvent un rapport avec la sonorité, le tam-tam, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qui reviennent assez souvent dans les traditions africaines, la science physique, etc., etc. Et comme je disais, certains blancs ont pris pour des infériorités certains traits raciaux, l'épaisseur des lèvres, l'épaisseur du nez, etc., etc. Mais bon, voilà. Et de tout temps, d'ailleurs, je pense que jusqu'à maintenant, il y a des gens, certaines personnes qui doivent prendre pour des infériorités certains traits du visage, même pour les Asiatiques. Il y a des gens que lorsqu'ils voient la tête des Asiates, voilà, pour eux, voilà, c'est des... Bon, là, c'est lorsqu'on arrive à une bassesse assez poussée quand même. Alors, le noir, Chion développe tout ça, le noir semble incarner la massivité, la lourdeur, tout ce qui a trait au corps, et c'est ce qui caractérise sa beauté d'ailleurs. Même le côté lugubre de l'art nègre, de l'animisme en général, même la tonalité parfois de la musicalité africaine se réfère très souvent à la terre. Il y a un aspect Chion dit qu'il y a un petit côté caverneux dans le son de la musicalité africaine. Il y a un aspect avec la fertilité, la sexualité, etc. Bon, l'importance chez les Noirs des tam-tams, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tam-tams, le tambour est très, très, très... je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les peuples afro, jusqu'à maintenant, même dans les coutumes.
Et la fonction est centrale et quasiment sacrée. Okay, les tam-tams sont les véhicules, les rythmes qui, en se communiquant au corps, ramènent tout l'être aux essences cosmiques. C'est ce que développe Chion dans ce livre. Je vous dis, c'est un livre super intéressant. Bon, il met en avant les caractéristiques, on va dire, des races, on va dire, dans son ensemble, hein, bien sûr. Alors maintenant, je vais développer l'enseignement symbolique des races. Okay, alors les races manifestées sont au nombre de 4. Okay, donc je vais répéter: la race blanche, la race rouge, la race jaune et la race noire. René Guénon avait développé sur le sujet, et il dit que ces 4 races se répartissent d'une manière naturelle selon les directions de l'espace. Okay, à partir de là, elles sont mises en correspondance avec les divers quaternaires qu'on peut connaître, c'est-à-dire les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, les 4 âges de l'humanité que j'ai pu développer au début de la vidéo: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, les 4 saisons, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne, les 4 âges de la vie, etc. Et d'autres encore. Okay, et il développe en disant qu'il n'y a aucune supériorité de nature qui peut être envisagée à ces différents points de vue. C'est-à-dire que dire que le blanc est supérieur au noir, ou que le noir est supérieur au blanc, ou que le jaune est inférieur au rouge, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, comme de dire que l'été est supérieur au printemps, que le printemps est inférieur à l'hiver, ou comme dire que le feu est supérieur à l'eau, mais que l'eau est... Ça n'a aucun sens. Elles ont tous leur rôle à jouer, on va dire. Et le tout renvoie encore une fois à l'unité divine. Donc, René Guénon avait établi un tableau où il a mis en correspondance les races, les éléments, même les tempéraments, les 4 âges de la vie. Et il l'a mis en correspondance, on va dire, voilà, c'est les quaternaires, et le rapport qu'avaient les quaternaires avec les éléments qui leur correspondent, etc. etc. Donc, concernant la race blanche, il a relié la race blanche avec le nord, l'hiver, l'enfant, la fatigue et l'eau. La race jaune, l'orient, le printemps, la jeunesse, nerveux et l'air. La race noire avec le sud, l'été, l'âge mûr, sanguin et le feu. Et la race rouge avec la terre, voilà, l'Occident, l'automne et la vieillesse. Bon, voilà. À savoir, l'homme contient la totalité en lui. Savoir que l'homme contient toute la totalité que j'ai pu développer, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, tous les quaternaires possibles, qui sont développés dans le tableau. Mais tant que ce dernier ne se réalise pas spirituellement, c'est-à-dire tant qu'il ne s'affranchit pas de son individualité et qu'il ne revient pas à sa véritable fonction, qui est l'état primordial, comme j'ai pu le répéter aussi au début de la vidéo, par rapport aux 3 castes qui sont supérieures aux Shudras, c'est-à-dire les 3 premières castes, les Brahmanes, les Kshatriyas et les Vaishyas. Alors certaines caractéristiques se manifesteront plus que d'autres en fonction de son identité, de sa race, etc. C'est-à-dire que tant qu'on reste cantonné encore au point de vue individuel de notre identité même raciale, et ben certaines caractéristiques se manifesteront plus que d'autres en fonction de notre identité. Voilà. J'espère que j'étais assez clair, c'est un peu technique, mais bon. Alors maintenant, on va faire le rapprochement des castes et des races. Alors, on ne peut pas identifier directement une race à une caste. Ce serait faire des raccourcis vraiment énormes. Et d'ailleurs, ça peut créer des mauvaises interprétations, voire même très dangereuses. Mais bon, on peut trouver des affinités, des ressemblances, des petites similitudes qu'il peut y avoir entre les races et certaines castes. Concernant la race noire, on peut dire que les caractéristiques de la race noire se rapprochent plus, d'un point de vue extérieur encore, j'entends, des Kshatriyas. Donc je vais réénumérer les castes dans l'ordre: Brahman, Kshatriyas, les Kshatriyas qui se trouvent juste en dessous des Brahmanes. Brahman, Kshatriyas, Vaishyas et Shudras. Alors, au point de vue extérieur, la race noire se rapproche beaucoup des Kshatriyas et des Shudras. Encore une fois, pour éviter une mauvaise interprétation, je ne parle pas d'un rapprochement, je ne fais pas une comparaison, on va dire, intellectuelle, de la capacité intellectuelle. Et je parle de la vraie intellectualité, encore une fois, pas l'intellectualité matérielle. Mais je parle des similitudes extérieures. Je m'explique. C'est-à-dire que, du point de vue extérieur, les Kshatriyas, comme j'ai pu le développer tout à l'heure, ont un rapport avec... sont de l'ordre du pouvoir temporel, c'est de la royauté, sont dans l'ordre de l'action, comme les anciennes traditions noires africaines. Il y a eu de grands empires africains, de la royauté, ils sont très dans l'action, etc., etc. Et on peut dire aussi que la race noire, au point de vue extérieur, se rapproche aux Shudras,
dans le sens, le rapprochement avec le corps. Hein, comme je l'ai pu expliquer, le noir de l'époque avait un rapport avec la spiritualité par le corps, même par les rites. Hein, ils avaient un rapport avec la spiritualité, la grande spiritualité, par les rites très souvent liés au corps, par la danse, par le rythme, par le mouvement, etc., etc. Donc d'un point de vue extérieur, la race noire a des petites affinités, on va dire, on peut faire un petit rapprochement au point de vue extérieur, encore une fois, avec les Kshatriyas et les Shudras. Ok ? D'ailleurs, il faut savoir que même en Inde et même un peu partout dans le monde, du point de vue extérieur, encore une fois, certaines personnes ont tendance à confondre les deux castes qui sont les Kshatriyas et les Shudras d'un point de vue extérieur, parce qu'elles peuvent se ressembler dans un sens où on peut voir une certaine violence, quoi. Et vu que les Kshatriyas sont beaucoup dans l'action, que les Shudras aussi sont dans le corporel, dans le mouvement, du point de vue extérieur, il y a des gens peuvent s'y méprendre, quoi, peuvent se tromper. Ok ? J'aimerais faire remarquer autre chose encore, que là nous sommes en fin des temps, ok ? Nous sommes dans le Kali Yuga. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus nous avançons dans les âges, plus il y a des 14 qui se créent, et plus là c'est la dernière caste, on va dire, qui est les Shudras. Okay, ce sont les caractéristiques Shudra qui vont se manifester le plus dans le Kali Yuga. C'est ce que j'ai pu expliquer au début de la vidéo. D'accord ? Donc, je vais faire remarquer que c'est le caractère Shudra maintenant qui prédomine, okay, dans notre époque, okay, dans le Kali Yuga. Donc, en d'autres termes, c'est l'époque qui ne fait plus jaillir le génie de la race. Le génie que j'ai pu développer tout à l'heure concernant les races, là, non. C'est plus, on va dire, le côté Shudra, si vous me suivez, des races qui vont se manifester en fin des temps, ok, et qui vont se manifester par leurs caractéristiques propres à leur race. Je m'explique. C'est-à-dire à l'âge d'or, où les races se manifestaient pas que par leur côté, on va dire par Aman, ok, c'était vraiment le génie de la race qui était en avant, lorsque les hiérarchies sont arrivées, lorsque les races sont arrivées, bien entendu. Et ben, dans le Kali Yuga, c'est le côté Shudra de chaque race qui vont se manifester par leurs caractéristiques propres, okay, que j'ai pu développer tout à l'heure avec race par race, etc. Donc, par exemple, la race blanche, j'ai pu développer que c'était une race à la base qui était très mentale. Alors, cette race blanche qui est très mentale de base est bien sûr tournée vers le spirituel, etc. Dans le Kali Yuga, cette mentale sera poussée à son paroxysme, okay, et va même remplacer Dieu. Ok, ce sont, pas d'amalgame, je parle en général. Hein. Tout le monde exposé seront très souvent des généralités. Je parle toujours en gros, ok, et je ne prends pas au cas par cas. Donc, ce sont devenus la race blanche en fin des temps, c'est-à-dire le côté Shudra, la race blanche en fin des temps, c'est devenu les maîtres de la dialectique, du logos, du rationalisme, de la philosophie moderne, okay, la philosophie, on va dire, rationnelle, où chacun donne son point de vue. D'ailleurs, on en fait même des divinités, d'ailleurs. Hein, les Descartes, les Freud, les Kant, les, je sais pas quoi, bon, bref, eux tous, les Nietzsche, okay, très souvent des négateurs, mais bon, bref. Avec une haine considérable, tellement on est devenu mental, la mentale a même remplacé, on va dire, le mental, pardon. Une aide considérable envers le sacré, un sentimentalisme énorme, voilà, donc un mental très agité. Bon. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la société moderne a pris naissance dans la sphère blanche occidentale. Hein. Ça va de soi. Okay, étant donné que c'est une race de base très très mentale, très dans la pensée, très dans la poésie, etc., avant qu'elle était tournée vers le spirituel, étant donné que maintenant c'est le côté Shudra, le côté vraiment le plus inférieur, toute cette mentale sera mise au service de voilà, des choses vraiment pas très qualifiantes. Okay, enfin, pas très nobles, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Bon, concernant la race jaune, qui a de très grandes similitudes avec la race blanche, parce que c'est une race aussi mentale. C'est une race aussi qui était à la base qui est très connue pour sa rigueur, okay, pour ce côté ouais, très rigoriste, dans le bon sens du terme. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un sens bénéfique d'un rigoriste, c'est très souvent péjoratif hein, lorsqu'on dit quelqu'un est rigoriste, mais bon, bref. Et ben cette rigueur sera mise au service maintenant de la modernité. Okay, il y a une rigueur du travail moderne, industriel, le côté très homme-machine. C'est très similaire avec la race blanche. Hein. Très robotisé,
Je sais pas, d'ailleurs, j'avais entendu une histoire avec une entreprise, d'ailleurs, ça exprime très bien ce que je raconte là, concernant la Razone, une entreprise asiatique, dont j'ai oublié le nom, où on mettait tellement la pression aux employés, vous voyez, et les employés étaient tellement submergés de pression, tellement ils étaient à bout, il y en a plein qui ont voulu s'envoyer par la fenêtre, hein, se défenestrer et tout. Et ben les Asiatiques avaient, je ne sais plus si c'était des Japonais ou des Chinois, c'est pour ça que je dis les Asiatiques, avaient mis au bord de la fenêtre des filets pour les récupérer au cas où s'ils voudraient se jeter par la fenêtre. C'est pour vous montrer jusqu'où ça va. Bon bref, donc voilà, donc maintenant c'est une race très robotisée, très déshumanisée, voilà. Donc cette rigueur qui était au service du spirituel, même ce côté, ce que je veux dire qu'il y avait un rapport aussi avec l'image. Maintenant toute imagerie, on va dire asiatique, pas toute, hein, on va dire, mais en fin des temps très souvent ce sera en l'honneur de ce qui est satanique, hein, tout simplement. Hein. Je pense même au manga. Bref. Et la race noire en fin des temps, la race noire qui, le génie de la race noire c'était, bon, comme je vous l'ai dit, le rapport avec le spirituel par le mouvement, la danse, le rythme, etc., la force physique, l'action et tout. Et ben la race noire en fin des temps, ben, étant donné que c'est le côté Shudra qui va se manifester, et ben nous vivons aujourd'hui de manière très primaire, hein, boire, manger, cantonné dans la matière, le domaine corporel, mais dans le sens vulgaire hein, du terme, et qui renvoie même à la bestialité. Ok. Donc le côté qui rendait, qui faisait la beauté de la race à l'époque, en fin des temps, ben, ce côté corporel sera, voilà, sera de manière la plus hideuse qui soit, quoi. Donc la similitude extérieure de la race noire avec les Shudras est la raison pour laquelle d'ailleurs dans cette époque chaotique, hein, dans l'époque où c'est le règne des Shudras, toute race comprise, ben, ce sera très souvent le noir qui sera rapproché directement avec l'esclavage, vous voyez. Parce que comme je vous dis qu'il y a des affinités au point de vue extérieur avec la race noire, les Shudras, etc., donc en l'occurrence les Shudras là, et ben, il y aura un rapprochement avec la servitude, vous voyez, parce que ça se ressemble beaucoup au point de vue extérieur, le rapprochement avec le corps, etc. Et surtout qu'en fin des temps, étant donné que là c'est les tendances Shudra qui prédominent sur les autres, ben le noir déjà, étant donné qu'il a des affinités, on va dire au point de vue extérieur, ce sera souvent le noir en fin des temps qui sera vu comme le miséreux, le bestial, le sauvage, ou plus vulgairement le singe, le macaque, bon bref, etc., etc. Donc comme je disais, c'est le caractère Shudras. C'est les tendances Shudras qui se manifestent le plus en fin des temps, toute race comprise. C'est-à-dire que bon, on va pas se répéter encore une fois. Donc même si le noir, bien sûr, sera vu comme sauvage par rapport aux affinités extérieures, encore une fois, qui peut avoir, les similitudes qu'il peut avoir avec, par exemple, avec les Shudras, les vrais Shudras, au point de vue extérieur. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus sauvage que le blanc Shudra qui est totalement dans la négation, négateur, etc., etc. Ok, mais bon, quand même pas plus aussi sauvage que le jaune, etc. D'ailleurs, il y a un petit chapitre sur les sauvages un peu plus tard dans la vidéo. Donc, effectivement, nous vivons dans une époque où les tendances Shudra se manifestent le plus. Mais on peut dire que, d'ailleurs, si on doit être honnête, c'est encore pire que ça en fait. C'est même pas le caractère Shudra qui prédomine chez nous. Parce qu'encore une fois, je dis ça, c'est pour pas être trop méchant, mais les Shudras étaient rattachés à une tradition. C'est-à-dire que là, parce que là, il faut savoir que nous sommes à la fin des temps dans le dernier âge, mais nous sommes à la fin de la fin des temps. Donc là, c'est encore une fois, les Shudras étaient rattachés, mais là, les gens, là, en général, les gens ne sont attachés à aucune tradition. Donc c'est même le cas, j'ai envie de dire, c'est même le côté Chandala. Les Chandala, les gens qu'on appelait les Chandala chez les hindous, c'est les hors-castes inférieurs, okay, qui se manifestent. Okay, si on voulait être plus précis. Okay. Donc je dis Shudra pour un peu, voilà quoi. Donc là, nous vivons dans une société, dans une époque, ben voilà, dépourvue de lumière, comme j'ai pu répéter, le Kali Yuga, hein, qui symboliquement nous ramène à la couleur noire, hein, des ténèbres. Donc nous avons rompu la connexion avec le principe supérieur, une notion sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc il faut savoir aussi que si notre cycle n'a pas encore trouvé son terme et que nous n'avons pas basculé encore dans l'âge suivant,
qui est l'âge d'or du cycle précédent, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés au bout des ténèbres, hein, les plus inférieures qui soient. On n'est pas arrivé au bout des ténèbres, quoi. On n'est pas encore dans l'état de pourrissement total. C'est vraiment bien pourri, c'est vrai, mais la pourriture n'est pas encore extrême. Elle n'est pas arrivée à l'extrême, quoi. Alors attention, je ne dis pas que la lumière disparaît, hein, parce que quand je dis nous sommes en fin des temps et que je dis que c'est l'âge sombre, c'est vrai que bon, pour être plus précis, la lumière ne disparaît pas, mais parce que la lumière c'est on renvoie à Dieu et Dieu ne disparaît pas, il ne peut pas disparaître. Mais on va dire elle est tout simplement voilée. Okay. L'humanité voile, on va dire, cette lumière, hein, et ce voile a plusieurs noms. On peut l'appeler la modernité. Et non, on va l'appeler la modernité d'ailleurs, la modernité avec toutes ces fausses idoles, hein, l'humanisme, l'individualisme, le matérialisme, tout ça, et ben, nous met un voile, on va dire, et coupe la connexion que nous pouvons avoir avec le sacré. Alors je récapitule. Lorsqu'un cycle naît, la genèse, okay, d'un cycle est appelée l'âge d'or, okay, qui est l'époque où l'humanité n'a que faire de son individualité propre et où l'homme opère uniquement par volonté divine et non égotique. D'accord ? Et de dégénérescence en dégénérescence, à la fin du cycle, qu'on appelle le Kali Yuga, la chambre, c'est totalement l'inverse. C'est l'individualité, notre vulgaire ego, hein, qui est devenu maître au détriment du véritable maître qui est Dieu. Donc, comme je disais, pour qu'un cycle passe d'un cycle à un autre, il faut qu'il épuise toutes les possibilités, on va dire, les plus ténébreuses en lui, afin qu'il épuise toute la possibilité qu'il a en lui, pour qu'il puisse basculer sur le cycle qui suit.